Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Philippa Motte. Bonsoir Philippa. Bonsoir. Alors je vous reçois ce soir pour un livre qui est sorti le 12 mai, c'est votre premier roman qui s'appelle Le jour où ma mère m'a tout raconté, c'est sorti aux éditions Stock. Avant de commencer notre discussion, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser et Frédéric se fera un plaisir de venir vous les poser à l'issue de notre entretien. Alors, comment ça va, Philippa, après la sortie de ce roman enfin attendu, parce que je crois que la parution a été décalée. Oui, ça a été décalé d'un an à cause de la crise sanitaire. Ça va, ça va. Je découvre aussi que c'est un peu fragilisant comme ça de lâcher le bébé, mais ça va. Ça fait plus de 3 semaines maintenant, donc je m'apaise. Donc ça va. Alors, moi, je ne vous connaissais pas, je vais être tout à fait honnête, je ne savais pas ce que j'allais lire. Et c'est un véritable coup de cœur quand j'ai ouvert ce livre. Dès la première page, vous m'avez embarqué. J'ai senti quelque chose de spécial et de magique à travers ce livre, alors qu'il y a un sujet assez spécial. Mais avant de commencer, je voudrais que vous vous présentiez parce que vous n'êtes pas autrice, auteur, je ne sais pas ce que vous préférez. Votre métier, c'est de faire des formations auprès des entreprises, c'est ça, sur le handicap psychique. C'est ça, comment on appelle ça? Ben, je travaille en tant que formatrice et que consultante auprès des entreprises, des pouvoirs publics sur les enjeux de santé mentale au travail, que ce soit le handicap psychique, les personnes qui développent des troubles psychiques pendant leur carrière professionnelle, les sujets d'épuisement professionnel, de burn-out, de stress chronique, voilà, pour voir comment est-ce qu'on peut faire de la prévention, accompagner les gens. Et je suis aussi coach. Et dans ce cadre-là, j'accompagne des personnes qui ont des difficultés psychiatriques dans leur reconstruction, leur réinsertion sociale, professionnelle. Voilà. Comment avez-vous basculé sur l'écriture et l'envie d'écrire un premier roman? Ça a été une grande surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Il y a une dizaine d'années, un jour, j'ai ouvert un ordinateur et je me suis mise à écrire. Et même moi, j'étais un peu stupéfaite de ce qui était en train de se passer. Et je me suis dit, ah bon, tu peux rester comme ça des heures devant une feuille à essayer de construire des phrases, à changer 5 fois, 10 fois, 15 fois une virgule de place. Et voilà, et ça a été une découverte. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, je veux écrire. Et alors là, entre le moment où je me suis dit ça et le premier roman, il y a 10 ans. Et Oui. puis, je me suis aperçue de ce que ça voulait dire écrire entre-temps aussi. Et j'ai mesuré ce que je m'étais dit ce jour-là, je veux écrire. Ah oui, tu veux écrire, et ben, va falloir bosser beaucoup, beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est assez incroyable pour moi d'avoir écrit un roman parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire dans ma vie jusqu'à très récemment et qui soit publié en plus. Donc c'est vraiment une jolie surprise. Ben, moi, je suis ravie que vous l'ayez fait parce que j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Alors, on va plonger dans cette histoire. C'est la famille Paoli que vous nous présentez. Est-ce que vous pouvez pitcher votre livre en 1 minute sans rien dévoiler? Alors, je pense qu'on peut partir de la première scène du livre. Il y a une femme, Lily, qui est l'héroïne du roman, qui est dans une voiture avec son mari Hector. Il pleut, averse, et il y a entre eux une ambiance extrêmement tendue. Et pour cause, puisque la voiture va s'arrêter devant les portes d'un hôpital psychiatrique. Hector emmène sa femme se faire hospitaliser. Elle est plutôt contre, mais en même temps, elle y va. Et puis, à l'intérieur de cet hôpital, Lily, elle tient un carnet dans lequel elle va nous raconter ce qui l'a amené entre ses murs, sa vie de femme, les événements qui l'ont fragilisée. Et en même temps, elle va faire la connaissance voilà, de personnages atypiques, assez étranges, dont un qui s'appelle Antonin, et elle va nouer une relation singulière avec lui. Et à lui aussi, elle va raconter son histoire. Donc c'est l'histoire de cette femme à la fois à travers ce carnet et à travers cette relation et cette amitié qu'elle noue avec Antonin. Et voilà, c'est l'histoire du livre. C'est un portrait de femme, en fait, hein. Alors, c'est un portrait de femme, mais les personnages masculins sont assez importants aussi dans votre roman. Alors, justement, on va commencer par le premier qui m'a. Alors, vous avez, je ne sais pas si ce nom existe vraiment, mais le professeur ou le docteur Aristoloche, ça sort d'où ça? Parce que Philippa a un sujet qui est assez grave quand même, mais il y a beaucoup d'humour et ça donne une certaine respiration à cette histoire. Et là, le professeur Aristoloche, ça sort d'où ça?
En fait, il y a dans ce roman le début d'une critique, à mon avis, que je n'ai pas terminée sur la psychiatrie. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la psychiatrie, sur les soins psychiatriques, et j'avais envie de lui donner un prénom à la fois ridicule et tendre. Voilà, voilà, et j'avais envie de briser la figure de l'expert. Et un jour, c'est vraiment, je cherche, donc quand je suis en train d'écrire, je cherche, j'écoute partout et je cherchais le nom du professeur Aristoloche. Et c'est vraiment une histoire rigolote. J'étais à la campagne, j'ai un ami qui est arrivé avec la plante et il a dit oh, regardez ma belle Aristoloche. Et j'ai fait merci. Il va s'appeler comme ça. Il m'a apporté ce mot et j'ai dit c'est exactement ça, Aristoloche, il y a un peu cloche dedans et en même temps ça reste vraiment drôle et pas méchant quoi. Voilà. Alors Lily, elle va y aller dans cette. Alors c'est une clinique, c'est quoi? Ouais. Oui, c'est l'hôpital de Montfavet. On est dans le sud de la France. C'est un hôpital psychiatrique connu, assez emblématique. Ouais, alors justement, elle va occuper, alors on dit cellule ou chambre, j'ai envie de dire cellule peut-être, de Ouais. Camille Claudel. Alors ça, c'est pas banal non plus, j'imagine que c'est voulu, qu'il y a une symbolique derrière. Et donc, elle va faire une rencontre un peu bizarre, quoi, bizarre. Il y a des gens un peu spéciaux parce qu'il y a aussi un mage dans cette, dans cette clinique. Et alors ça, c'est très très drôle. Il tire les cartes, mais les cartes avec les cartes d'un jeu de 1000 bornes. Ça, d'où ça sort ça aussi? Eh ben, écoutez, vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir beaucoup côtoyé des personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie. Je dis la chance parce que ce livre, c'est aussi un hommage à ces gens dont on montre toujours le côté très obscur, violent, dont on fait vraiment une caricature très, très négative. Et moi, quand j'ai été au contact de personnes en psychiatrie, j'ai vu aussi énormément de poésie, de drôlerie, d'humanité. Et encore une fois, cette scène, c'est un de mes amis qui me l'a raconté, qui m'a dit, quand j'étais la dernière fois hospitalisée dans une clinique, j'ai tiré les cartes à toute la clinique et c'était des cartes de Uno, mais le Uno n'existait pas à l'époque du livre. Et donc, voilà, il a tiré et tout l'hôpital faisait la queue pour se faire tirer les cartes de Uno. Et il n'y a qu'en psychiatrie qu'on peut atteindre ce niveau-là de loufoquerie, de dérision sur soi pour faire la queue devant un type qui tire les cartes avec des cartes de Uno. Et je me suis dit, ça, c'est de l'or, quoi. Je ne peux pas laisser passer ça. Et donc, cette scène vient de quelque chose qui s'est vraiment passé. Là encore, comment on va chercher dans le réel des petites anecdotes qui nourrissent le texte, en fait. Alors Lily, alors ça c'est une vraie question que je voudrais vous poser. Lily, en fait, son vrai prénom, c'est Philippa. Mais pourquoi se fait-elle appeler Lily? Alors, dans le roman, elle se fait appeler Lily parce que à un moment donné, elle est jeune et elle a un coup de foudre pour un homme. Et cet homme lui demande son prénom et elle lui dit je m'appelle Philippa. Et il lui dit ça lui plaît pas, quoi. Il lui dit dis donc, pour une belle femme comme vous, c'est un peu étrange comme prénom. Et alors, tout d'un coup, elle trouve un truc, elle lui dit oui, oui, mais tout le monde m'appelle Lily. Et à partir de ce moment-là, elle va exiger qu'on l'appelle Lily et que surtout, voilà, elle va dire à tout le monde. Et c'est aussi un ressort parce qu'elle n'aimait pas son prénom. Qui est très beau d'ailleurs. Bah, c'est le vôtre Voilà. aussi. Je ne peux pas dire le contraire d'abord parce que moi aujourd'hui je l'aime beaucoup et qu'il est tout à fait possible en plus que ma mère soit là. Donc si j'explique que c'est pas beau, ça va pas aller. Alors on va replonger dans cette famille Paoli. Donc il y a Lily qui est mariée à Hector, mais Lily elle est originaire d'un petit village en Corse. Son père était directeur d'une prison, plus exactement. Elle avait une jeune sœur qui s'appelle Hélène. Vous me dites hein, si je C'est ça, vous c'est ça. estimez que je fais pas assez. Et donc, il va se passer quelque chose très jeune. Elle va fuguer. Alors, je grossis hein, pour pas dévoiler. Elle va fuguer, elle va quitter la Corse pour aller à Orange, Mhm. retrouver un jeune homme. Ça va mal se passer. Son père va aller la chercher. Donc là, on a toute l'emprise, j'ai envie de dire, de la Corse. Je voudrais pas me fâcher avec les Corses parce que voilà. Mais je trouve que là, il se passe. Déjà, on sent qu'il y a une emprise qui est forte. Il faut pas, il y a l'honneur de la famille qui est en jeu parce que ça c'est très important. Et finalement, il va lui présenter un jeune homme qui s'appelle Hector et qui va devenir son mari. Et elle va quitter la Corse et elle va aller habiter donc à côté de Marseille. Arles. Arles, pardon, oui. Voilà. Et plus tard, on va lui confier sa jeune sœur Hélène qui a 13 ans.
exactement. Voilà. Donc ça, c'est pour Voilà. aussi le contexte. Tout ça pour dire quoi? Oui, excusez-moi. Voilà, en Corse, le clan, c'est très important. Et ça, vous l'expliquez très bien. Et donc là, déjà, on commence à sentir que... parce qu'il y a des fils rouges, il y a plusieurs lectures dans votre livre. Il y a l'histoire familiale, mais il y a aussi d'autres sujets, la libération de la parole. Parce que justement, Lily, quand elle est enfermée, vous l'avez juste dit, elle écrit dans un petit carnet. Est-ce que c'était important pour vous de faire une histoire à tiroir et que dans ces tiroirs, il y ait l'écriture en filigrane? L'écriture dans l'écriture. Je sais pas si vous... Ça s'est construit au fur et à mesure. Je crois que ce que je me suis pas permise pendant longtemps, pendant l'écriture du roman, c'était l'écriture avec le jeu. Et le fait et j'ai eu cette idée qu'elle pouvait tenir. Comment je peux parler avec le jeu? Comment, à un moment donné, voilà, il y a une narration, il y a un narrateur à la troisième personne, et puis j'avais envie, mais j'osais pas prendre le jeu, parce que prendre le jeu, ça veut dire je, c'est moi, c'est qui, c'est elle, c'est moi, et en fait, j'en avais envie. Et à un moment donné, j'ai trouvé cette idée du carnet qui m'a permis de partir avec le jeu. Donc le carnet, c'est plus pouvoir prendre le jeu, le monologue, la faire parler, lui faire trouver son ton, sa langue, sa manière de dire les choses. Et puis, il y a plein de choses qui se passent, parce que c'est comme si on se mettait derrière le personnage et qu'on lui disait, vas-y, raconte-moi. Et en fait, il raconte vraiment. Et il y a des choses qui sortent qu'on n'imagine pas parce on lui donne le jeu. Et c'était surtout la possibilité de faire ça, le carnet. Et est-ce que le carnet ne serait pas aussi un personnage? Ah, le carnet est un personnage, Il y a un autre objet qui est un un personnage aussi sac très qui est un important. personnage. Il y a des objets qui sont des personnages, oui, c'est vrai. Et ça, c'est assez bien vu parce qu'ils ont leur au début, on se dit, ouais, pourquoi elle insiste vraiment sur un objet? L'objet, c'est le sac, vous venez de le dire. Oui, ça Et c'est vraiment... ça, c'est un fil rouge aussi qui est assez important. Mais alors, on va revenir. Donc, on sent que, bon, ben, elle est heureuse d'être mariée, mais qu'il y a un truc qui ne va pas bien quand même. On sent qu'il y a un mal-être assez intérieur, comme de l'angoisse, comme elle se sent vide. Lily. Bah déjà, c'est une femme, voilà, qui a eu une première très très grande déception amoureuse. Oui. C'est une jeune fille, et ça arrive beaucoup quand on est une jeune fille, on s'amourage comme ça d'un homme qui va pas du tout être à la hauteur. Et puis elle est jeune, elle est expérimentée, et je crois que déjà ça lui déchire le cœur, et que quand son père lui présente à Hector en lui disant il est corse, il est de chez nous, c'est un kiné, il a une bonne situation. Et en plus, elle est en froid avec son père parce qu'elle elle est partie, elle a fugué Ouais. pour aller retrouver cet homme. Ben, elle y va, mais est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de lui quand elle y va? Bon, elle essaye d'être amoureuse de lui, elle essaye, mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Donc déjà, quand on épouse quelqu'un alors qu'on l'aime pas profondément, en tout cas quelqu'un comme Lily, je crois, vu sa personnalité, vu qui elle peut pas, ça lui va déjà pas, elle est déjà dans un truc qui lui ressemble pas. Donc, oui, très vite, elle va avoir en plus 3 enfants coup sur coup, très très vite. C'est Ouais. une femme qui a manifestement quand même une fragilité, hein, qui est là, et une forme de sensibilité. Elle a déjà eu, avant de se marier, des symptômes qu'on pourrait appeler de dépression. Et puis quand elle épouse cet homme et qu'elle a ses 3 petits-enfants comme ça d'affilée, et chez elle, oui, ça se passe pas comme il faut. Et puis il y a sa mère qui va lui dire, il faut que tu prennes ta sœur avec toi, parce qu'en Corse, elle ne peut pas aller à l'école. Donc elle a 3 enfants petits. Elle a une sœur qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui a 10 ans de moins qu'elle, et on lui dit, maintenant tu vas avoir tes 3 enfants petits et ta sœur, parce qu'il faut qu'elle aille à l'école et il faut qu'elle apprenne. Et en fait, tout ça, ça la replonge dans cette faille qui a déjà été un peu creusée par cet échec amoureux. Et oui, elle va rentrer dans un mal-être latent, et qui va l'assombrir, et qui va l'empêcher d'être qui elle est, parce que je crois que c'était une femme qui avait beaucoup de lumière, et c'est pour ça aussi qu'elle va se faire avoir par beaucoup d'obscurité quand elle va glisser, quoi. Alors, on est dans les années 70, hein, pour resituer le contexte à nos amis lecteurs. Et donc on va repartir dans la clinique. Là. Elle va rencontrer Antonin. Antonin, c'est, est-ce qu'on peut dire pensionnaire? Oui, non, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Bon, enfin bref, elle va se lier d'amitié avec lui. Et pour la première fois, elle va se livrer.
Et Ouais. là, on va apprendre beaucoup de choses. Et justement, elle se fait la réflexion, elle dit que c'est la première fois justement que quelqu'un s'intéresse à elle sans la juger, alors que personne ne l'avait fait. Ça, c'est fort aussi comme réflexion. Bah oui, parce que déjà, ça aussi, c'est ce que j'ai remarqué au contact des personnes qui ont ce type de difficulté. Il y a une vraie empathie, il y a une vraie... et puis lui, elle va le fasciner, hein. À un moment donné, il dit, ça fait des dizaines d'années que j'ai pas eu devant moi une femme comme vous. Vous pourriez me chanter des comptines, je vous écouterai quand même, parce que lui, il est tellement heureux, mais il a cette capacité à lui poser des questions. Et elle, en parlant, elle se rend compte de son silence. Elle se rend compte à quel point elle dit rien à personne et à quel point personne ne lui tend la main. Mais c'est quelque chose de fréquent dans la vie. Ça peut nous arriver à tous. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on est dans le silence de choses très graves qui nous arrivent et qui se passent à l'intérieur de nous et qu'on ne parle pas et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui l'écoute. Alors, elle prend conscience de ce silence et à quel point elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui pouvait être en empathie comme elle en avait besoin. Et lui, il le fait. Lui, ce fou, ce grand Ouais. fou, Et oui, surtout, elle se fait la réflexion. qui était depuis des dizaines d'années, tout d'un coup, cet être bizarre, il va l'écouter. Et puis, on se rend compte qu'il est moins bizarre qu'il n'y paraît parce qu'il Non. il Ouais. a justement une intelligence dans sa façon de l'écouter, de la questionner, de respecter tout ce qu'elle dit. C'est ça aussi qui est intéressant chez les gens qui ont basculé. Il n'y a plus de notion d'anormalité. Ils savent que psychiquement tout est possible. Ils savent tous les tourments que peut rencontrer un être humain. Donc lui, il la laisse parler comme elle a à parler. Il la juge pas. Mais c'est vrai qu'elle se fait la réflexion, elle s'aperçoit qu'elle est en train de se livrer à un inconnu et elle se dit, mais je me livre à un fou, mais peut-être que moi je suis folle. Ça aussi, Ouais. le raisonnement, il est assez intéressant parce que je pense pas qu'elle soit si folle que ça, mais le fait de parler à un fou, elle se dit, bah, s'il faut, moi je suis folle aussi. Et c'est lui qui a une réflexion qui est super. Il lui dit, mais chacun porte en soi la façon dont il peut être fou. Ça, Ouais. c'est fort, je trouve. Leur dialogue, on a l'impression qu'ils se font une thérapie quelque part. Tous les deux, ils se font du Oui, oui, c'est un dialogue. Oui, oui, il y a une thérapie. Oui, Et ça aussi, c'est intéressant parce que dans les couloirs de la psychiatrie, en fait, ce sont les malades entre eux qui s'apportent le plus et qui se soignent le plus. Et on voit bien avec le médecin qui a une approche très clinique des choses. Lui, il cherche des symptômes, il veut mettre des médicaments en face et il ne se passe rien avec lui. Ils se disent rien. C'est pas à lui qu'elle va parler, alors que normalement, dans un hôpital psychiatrique, c'est le médecin qui est là pour écouter. Mais tout se passe ailleurs, en marge. Et effectivement, il prend le rôle du thérapeute. Ouais. C'est Et ça. en plus, vous mettez aussi en lumière, parce qu'on est donc dans les années 70, et elle s'aperçoit qu'effectivement, lui, il a été mis là parce que c'est sa famille un peu qui a voulu se débarrasser de lui, et elle lui fait cette réflexion en lui disant, mais pourquoi tu pars pas? Et lui, il lui répond, mais moi, je n'ai pas fait d'études, et je n'ai pas d'argent. Si je sors, je n'ai rien. Et il lui fait la même réflexion, et toi, pourquoi tu ne pars pas? Puisque voilà, il faudrait que tu te libères de ton mari, il faut que tu te libères. Et elle a la même réflexion, mais à l'inverse, parce que c'est une femme, et elle dit, ben, moi non plus, j'ai pas fait de grandes études, et je n'ai pas d'argent. Donc, ils ont ce point commun, en fait, quelque part. Ouais. Oui, oui, ils ont ce point commun. Mais là, il y en a un, c'est la condition du fou, et Ouais. l'autre, c'est la condition de la femme dans les années 70, où on n'envisageait pas pour un grand nombre d'entre elles, et puis là, on est en Corse quand même, voilà, de faire des études, d'avoir un métier. Et c'est, je crois qu'à cette époque-là, elles venaient tout juste d'avoir le droit d'avoir un carnet de chèques, d'avoir le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Divorcer, c'était quelque chose de très compliqué pour une femme à cette époque-là. En plus, elle est quand même dans un état psychique très amoindri. C'est une femme qui prend beaucoup de médicaments, qui abuse un peu de l'alcool. Donc, elle dit, Voilà. bah, de toute façon, j'aurai pas mes enfants, enfin, j'aurai tout perdu. Et elle aussi, l'idée de retourner dans son village en Corse, c'est pas possible pour elle. Et donc, elle est là dans cette impasse. Cela dit, je crois que Lily, elle a quand même un message pour toutes les femmes et pour tous les hommes aussi, c'est que quand vous vivez quelque chose qui est insupportable pour vous, quoi qu'il arrive, il faut partir parce que c'est dangereux de rester dans quelque chose qui est vraiment pas possible pour soi, quoi. Mais voilà, elle est dans cette impasse-là. Alors, elle est aussi un peu en conflit avec ses enfants. Donc, l'aînée, elle a quoi? Elle a 15 ans. Catherine, elle a 15 ans, c'est ça? Oui, oui, Celle du milieu, elle a un an de moins. Et après, il y a un garçon. Alors, le garçon est en pension.
C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est Catherine, Ah elle oui, a... non, Pierre, il est au milieu, et après, il y a Sophie qui est la plus petite. Voilà, c'est bon. Je voudrais juste qu'on revienne sur quelque chose qui est très important aussi dans le livre, qui est en filigrane, c'est Yves Saint-Laurent. Alors, les gens, sans rien dévoiler, mais ça, c'est important. Lily, elle a une passion depuis toute petite, c'est la couture. Donc, du coup, ça, c'est aussi La mode plus. la Mode. mode, voilà. Et Elle rêve de défilés, de grandes tenues. Elle aime la mode. Elle aime Chanel, Yves Saint Laurent. ouais. Mais c'est aussi un lien avec sa mère, parce que sa mère fait beaucoup de couture, lui fait des habits, et c'est aussi un moyen de communication. Moi, je l'ai compris comme ça, c'est aussi un moyen de communication avec sa mère, quelque part, parce qu'il y a ça qui les relie, la mode, la couture. Et donc, dans ce livre, il y a un fil rouge chez Yves Saint-Laurent, et il y a une phrase de fin. Alors, on ne dévoilera pas rien, mais je la trouve très drôle. Bon, c'est c'est la fille donc, de Lily qui dit ça, qui dit, mais il y a des femmes qui croient en Dieu. Ma mère croyait en Yves Saint-Laurent. Et ça, je trouve ça énorme. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Voilà. pourquoi la mode? Pourquoi vous avez voulu mettre en filigrane la mode? Bah, parce que j'ai enquêté sur cette femme et je suis allée en Corse, parce que c'est une femme de ma lignée hein, que j'ai jamais connue. Alors, je l'ai beaucoup, beaucoup romancée, mais c'est une femme qui a existé. Et je suis allée en Corse, sur la place du village, faire parler des gens qui l'avaient connue. J'ai évidemment interrogé beaucoup les femmes de ma famille. J'ai essayé de trouver des amis que ma famille n'avait plus vus de longue date et qui l'avaient connue. Et j'ai pas réussi à obtenir beaucoup d'éléments sur elle en dehors de cette situation très compliquée dans laquelle elle s'est retrouvée à un moment donné. Mais il y a quelques éléments qui sont ressortis de manière systématique. C'est qu'elle était belle, c'est qu'elle aimait rire et c'est qu'elle était très élégante et qu'elle avait beaucoup de goût. Et c'est vrai que le vêtement, dans l'histoire des femmes de ma lignée, il y a quelque chose avec le vêtement. Le vêtement, la féminité, comme voilà, le vêtement aussi comme manière de se tenir face à la vie, qui peut même être une armure. Dans le cas de Lily, c'est presque le seul acte de résistance qu'elle arrive à poser. Et c'est sa modernité à elle d'être une femme qui vient quand même du fin fond de la Corse et qui s'habille comme une grande dame, quoi. Elle est vraiment élégante, elle aime ça, et quand elle passe, voilà, tout le monde la voit parce qu'elle est chic, parce qu'elle aime se saper, quoi. Et ça existe, ça, voilà, avec les femmes. Chez moi, les femmes, elles aiment s'habiller et c'est assez joli, d'ailleurs, la façon dont ça existe. Et du coup, Lily, je sais qu'elle avait ça très fort chez elle. Et donc, forcément, c'était intéressant de... D'ailleurs, quand elle va partir de la clinique, elle va aller faire des courses avec sa fille. Et qu'est-ce qu'elle va s'acheter? un Elle va- smoking, un Le smoking smoking Saint-Laurent. Saint-Laurent, qui est quand même pour moi une des choses les plus élégantes que puisse porter une femme. Ouais, elle s'achète un smoking Saint-Laurent. Et il Alors y a qu'elle n'a pas du tout les moyens. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est aussi un peu moyen de se venger de son mari parce qu'elle se dit, ben voilà, je vais devenir pas insupportable. Je sais plus le terme exact que vous avez employé, c'est pas insupportable, mais en fait, elle va aller claquer tout son fric pour embêter son mari quelque part un peu. Mais vous savez, ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé en parlant avec des femmes qui sont malheureuses avec leur mari. Quand les maris ont un petit peu de moyens, elles vont se venger sur la carte bleue. Mais non seulement ça comble un vide, mais en plus, elles se disent, ben, ça va quand même l'embêter un peu quand même, hein, quand il va voir la note. Et ça existe, hein. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de femmes me raconter des choses comme ça. Là où elle ne peut pas agir sur les autres choses, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment lui parler, elle ne sait pas comment crier ce qu'elle ressent, eh ben, elle va claquer son pognon dans les magasins. Donc, il y aura une scène, mais ça, on ne pourra pas la raconter, parce que sinon, ça va dévoiler quelque chose du livre avec ce fameux smoking. Et dans cette scène, justement, le sac va avoir une importance, puisqu'il va être récupéré, ce sac. Et il va avoir une importance folle sur la femme. Et je crois que Philippe, on ne va pas le raconter, parce que sinon, ça va dévoiler des choses. Ah oui, c'est dommage, je Ouais. crois. Alors, Je mais crois moi, que je c'est ça voudrais. il faut que le lecteur découvre qui il est. Je suis d'accord. Vous avez écrit, page 162 pour être précise, qu'en Corse, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des femmes corses. Vous êtes d'accord avec ça vient d'où cette phrase?
Ben, c'est vrai que moi, je trouve... Alors après, peut-être parce que moi-même, ma mère est corse et je trouve que les femmes corses, en tout cas celles de ma lignée, j'ai cette chance je trouve que c'est des femmes qui ont une forte personnalité, une féminité très singulière. C'est très puissant, le féminin corse. Quand il est là, il y a ce mélange de tendresse immense, un côté qui peut être abrupt, cette élégance aussi. Les femmes en Corse, pour un certain nombre, sont élégantes et elles ont de la personnalité, de la franchise, de l'intelligence aussi. Enfin, moi, je trouve que les femmes que je connais en Corse sont des... Oui, sont des... Je sais pas, c'est fort en fait. C'est singulier et c'est fort et c'est puissant. Mais on le ressent dans vos Pour le personnages. meilleur et pour le pire. Ouais, ouais, mais on le ressent dans vos personnages parce que Lily et sa mère, on sent que c'est un gros caractère. Bon, Lily, elle en a un aussi. Sa fille Catherine en a un aussi. Et encore en dessous, comme une transmission, comme si c'était héréditaire. Et je crois que vous avez employé le terme de entaille des origines. C'est quoi une entaille des origines? Bah, pour moi, je crois que dans toutes les lignées, il y a des plaies. Il y a des plaies, il y a des plaies et que ces plaies, d'une manière assez... il y a des drames, malheureusement, dans toutes les familles, hein. Moi, je crois que au fond, on est toujours... C'est un peu l'archétype d'un drame familial aussi, hein, cette histoire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que des drames, il y en a dans toutes les familles, mais à chaque fois qu'on entend quelqu'un nous raconter son drame familial, on n'y croit pas, on trouve ça incroyable. C'est jamais banal. Et cette entaille, voilà, c'est comment, certainement, il y a plein de choses qu'on ignore, mais sur plusieurs générations, les femmes ont été blessées, se sont blessées entre elles, ont été blessées par les hommes, ont été blessées par la vie. Et puis, celles qui arrivent derrière, elles ont peut-être même en arrivant cette entaille, voilà, c'est une entaille profonde comme le noyau de la Terre. Je ne sais plus Oui. comment je dis ça, J'étais et c'est ça, l'héritière d'une faille profonde comme le noyau de la terre, une entaille des origines. Voilà la phrase. voilà, c'est ça en fait, c'est cette blessure du féminin qui se transmet de génération en génération, et sans doute que ce livre est une humble tentative de mettre un petit peu de baume sur cette blessure. Et les femmes, et même Lily, elle était déjà en train de faire ça. Ma mère, toutes les femmes, les autres avant, il y a des entailles, on les nettoie, elles se réouvrent, voilà, c'est ça. Pareil, vous écrivez que l'omerta s'est immiscée dans les rapports humains, mais quand même, Lily, elle ose dire je suis au fond du trou. Alors, parce que voilà, on étouffe, il ne faut pas le dire, hein, c'est l'honneur de la famille, mais elle ose dire quand même je suis au fond du trou, je ne sais pas comment m'en sortir. C'est dingue parce qu'il y a l'omerta, mais quelque part, il y a la libération de la parole qui prend le dessus. Alors, pour le coup, il y a, je crois, le mot omerta, il est fort. Il saute, l'omerta, elle saute au fur et à mesure, mais je crois qu'il y a une extrême pudeur. Il y a une forme de pudeur et Lily, elle fait sauter la pudeur à un moment donné. Parce que dans la notion d'omerta, il n'y a pas que le côté on tait les crimes qui ont eu lieu, ou on passe complètement sous silence. Mais vous savez, en Corse aussi, peut-être on essaye un peu de s'épargner les uns les autres dans la pudeur, dans le silence, préférer ne rien dire quand dire. Et elle, effectivement, c'est pour ça que c'est inhabituel pour une femme, peut-être corse de sa génération, tout d'un coup de se livrer d'une manière presque psychothérapeutique, quoi. Et là, elle le fait et je pense que ça doit c'est inhabituel, voilà, c'est cette pudeur, je crois. Cet excès de pudeur qui Ouais, ouais, s'est ouais. glissé dans les rapports humains, qui fait que rien n'est dit de ce qui doit être vraiment dit, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humanité dans votre roman, cette histoire familiale qui est assez terrible. Il faudra le lire pour découvrir pourquoi je dis terrible, qui n'est pas forcément un mot péjoratif, hein. Il y a plusieurs sens au mot terrible. Je voudrais qu'on revienne sur ce titre, Le jour où ma mère m'a tout raconté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre? Et je vais essayer de montrer la couverture, si vous la voyez. Vous la voyez Ah, la elle est belle, couverture hein? là? Elle est belle, c'est une Voilà. photo. C'est une Donc, le photo. jour où ma mère m'a tout raconté. Donc, sur la Euh, photo, on voit qui d'ailleurs? eh ben, on voit Lily et ses enfants. On voit des personnages du livre dans les montagnes en Corse. Ils se promènent.
dans les montagnes à côté du village, je pense. Elle Et, est très belle. ouais, je sais pas, c'est comme si je la redécouvrais, là, je la vois. On sent qu'il y a une certaine émotion dans votre visage, on sent que, ouais, Non, mais moi, je suis très c'est émue assez... d'être là en train de vous parler de ce livre, d'essayer de parler de tout ça. Ça m'émeut, ça me touche beaucoup. Et en fait, tout est parti de ce titre. Un jour, je parlais avec une de mes amies et je lui ai dit, je me souviendrai toujours le jour où ma mère m'a tout raconté. Et je pensais à un jour où ma mère m'avait raconté des choses et j'ai répété comme ça, le jour où ma mère m'a tout raconté. Et je me suis dit, c'est un titre, ça. Et au début, c'était un projet de nouvelles. C'est un projet de nouvelles et je voulais faire parler des femmes sur ce jour où leur mère leur avait tout raconté parce qu'un jour, les mères parlent. Et le jour où les mères parlent, c'est souvent des moments de basculement. Et en fait, ce texte a pris le dessus et est devenu un roman. Mais ça s'appelle comme ça parce que dans plusieurs moments du roman, il y a des moments où les mères parlent et ça bascule en fait. Et elles nous permettent de comprendre quelque chose, de mettre en lumière quelque chose qui permet à l'histoire de continuer. Donc il est un peu trompeur le titre parce qu'on pourrait croire que ça va être le récit du jour où une mère raconte tout à sa fille. Non, non, non. C'est plusieurs mères de plusieurs générations qui parlent à leur fille et voilà. Et alors justement, quand votre mère l'a lu, ce livre, elle vous a dit quoi? Déjà, je voudrais la remercier parce que je crois que c'est grâce à elle que vous l'avez aussi un peu écrit. Et remercier votre éditrice Caroline Laurent qui nous regarde et qui est là et qu'on Ah salue. oui, oui, oui. Vous avez été parfaitement édité, Philippa, si je puis Oui, me permettre la oui, réflexion. oui, Alors, qu'est-ce oui. que vous a dit votre maman quand elle a lu le livre? Ma mère, elle a été très soutenante. Elle a été très, elle m'a accompagnée, elle m'a laissé faire, elle m'a dit vas-y. Elle a été très respectueuse. Elle a été respectueuse. Euh, et après, c'est une femme pudique aussi. Et je crois hein, qu'elle est fière, que ça la touche. Et voilà. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle a fait ça parce que sinon, je pense que j'aurais pas pu. M'octroyer le droit d'écrire cette histoire. Et elle m'a donné la permission. Elle m'a dit, vas-y. Et, euh, et après, je pense qu'il y a des choses peut-être que ça lui évoque et moi, je ne sais pas. Et c'est son jardin secret à elle. Mais en tout cas, elle m'a soutenue beaucoup. Donc, est-ce que maintenant vous avez envie d'écrire un deuxième roman? En fait, j'en ai déjà commencé. Le premier, je l'ai commencé il y a 10 ans. Et il faut que je le termine. Ça fait 10 ans que je me bataille avec. Il y a celui-là qui lui a coupé la route. Et maintenant, il faut absolument que je reprenne ce texte et que je l'écrive pour de bon. Et, mais d'abord, voilà, peut-être, le deuxième texte, c'est un texte qui est très autobiographique. Et peut-être qu'avant de pouvoir raconter mon histoire, il fallait que je commence par Ouais. celle de mes ancêtres, voilà. Et alors, Parce qu'il y aura une mise en perspective, à mon avis. vous trouvez le temps d'écrire quand? Parce que... Ben, malheureusement, là, en ce moment, c'est un peu difficile parce que j'ai mes deux garçons, mon boulot à la maison et c'est vrai que il faut avoir des espaces. Alors, j'écris le matin tôt. Je prends un carnet, j'écris des petits textes, j'écris des poésies, des réflexions, des choses comme ça. Mais il y a un moment donné, le roman, il faut rentrer, quoi. Il faut y aller. Et puis, c'est un grand couloir très, très long. Euh, où on sait qu'on va devoir recommencer, réécrire. Et il faut, pour moi, à un moment donné, il faut que j'arrête de me poser des questions en me demandant si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est comme ça, il faut y aller. Et ça, pour le coup, une fois qu'on rentre dans le couloir, ben, en fait, c'est comme si on écrivait tout le temps parce que ça nous poursuit. Et puis après, il y a tous les moments où je peux m'y mettre. Mais moi, j'ai une tendance à fuir un peu le texte parce que l'effort de l'écriture m'impressionne. Et donc, il faut y aller, quoi. Et il faut y aller maintenant dans ce deuxième roman. Donc, il faut que je crée les circonstances favorables pour le faire. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Dans le livre, Guerre et paix est mentionné. Pourquoi ce titre, Guerre et paix? Alors moi, c'est mon livre ultime, hein, mon panthéon. Donc moi, ça m'a fait plaisir de le retrouver dans votre, dans votre roman. Mais pourquoi Guerre et paix? Et ben, en fait, ça, c'est vraiment, je vais pas dévoiler le personnage qui parle Non. de ce roman, mais le personnage qui est aussi une personne m'a parlé, m'a cité ce roman et aussi,
donc, elle m'a parlé de ce livre et je pense qu'elle m'a raconté, parce que c'est avec une scène qui se passait vraiment, qui s'est vraiment passée dans la réalité. Et je me demande si elle m'a pas cité ce roman. Mais il y avait aussi une phrase, je crois, qui est dans Guerre et paix. Je suis pas sûre, je peux me tromper, que j'ai eu l'idée à un moment donné de mettre en exergue. Alors, je voudrais pas la massacrer, mais euh, toutes les familles heureuses se ressemblent, toutes les familles malheureuses le sont à leur façon. Mm. Alors Est-ce moi, que moi, je l'ai pris comme une symbolique, vous allez me dire si je me trompe. Je me suis dit, bon, guerre, parce que le titre, c'est Guerre et paix, mais c'est aussi la guerre et la paix dans le titre original russe. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas la guerre intérieure et la paix intérieure qui viennent alors moi, je suis allée chercher très loin, hein. Peut-être que, voilà, trop loin. Non, mais là, génial, parce que là, vous avez pris le texte et vous avez... Non, là, j'avais pas de... Il n'y avait pas de subtilité. Là, je suis trop cérébrale en fait, je cherche trop moi. Mais je me suis dit c'était bien, je me suis dit ouais, c'était pas mal ça, la guerre et la paix intérieure. Finalement, ça, voilà. Bon, bah, écoutez non. Alors ça me vient à la littérature. Est-ce que Philippa, vous pouvez nous faire un conseil lecture? Est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie de conseiller à nos amis lecteurs? Alors, c'est un livre que m'a offert une jeune femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Stéphana. Et c'est un livre qui s'appelle Le Moine et Mm. qui est un manuscrit, je crois, de quelqu'un qui s'appelle Lewis, qui a été réécrit par Antonin Artaud. Mm. Et c'est un roman, je ne sais pas, c'est un roman, j'ai envie vraiment d'encourager les gens à lire Le Moine d'Antonin Artaud. Je crois que c'est le seul roman qu'il ait écrit. C'est une histoire dans laquelle il y a de la passion, de la magie. On est, je crois, autour du 16e, 17e siècle. C'est une histoire incroyable et surtout ne la lisez pas, mais je crois que la phrase la plus incroyable de ce livre, c'est la dernière phrase. Et je ne vais pas la dire, mais c'est une phrase que j'aurais pu dire sur mes personnages. Lisez Le Moine d'Artaud parce que c'est un livre incroyable. Merci, je remettrai la référence sous la vidéo. Je vois que Frédéric est de retour. Oui, et puis alors c'est bien parce que vous me servez sur un plateau ma première question qui est celle de Marie qui veut savoir quel est votre premier choc de lecture et à quel âge. Ah. Le premier, c'est pas le premier où j'ai eu l'impression de me prendre une. C'est pas celui qui m'a vraiment mis une claque, c'est pas un romancier, mais c'est Nietzsche, je crois. Là, j'ai vraiment un livre qui m'a. Mais il y a aussi Dostoïevski et il y a Mauriac aussi. En fait, à chaque fois que je lis un bon livre, enfin un livre j'ai un choc, moi. Je trouve qu'un livre, un livre qui nous. Mais je dirais que moi, j'ai commencé à lire très tard. Très tard, j'étais terrible. C'est Enfant, quoi très tard? c'est 20 ans. Ok. 18, C'est pas 20 si tard ans. que ça. Mais en même temps, avant, j'étais vraiment une analphabète. Je suis un peu dure avec moi-même, mais c'était vraiment, j'avais d'autres préoccupations. Et j'avais ma mère qui avait une énorme bibliothèque. Et souvent, j'étais assise devant cette bibliothèque et je me sentais écrasée jusqu'au jour où j'ai commencé à prendre des livres dedans. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, mais mon Dieu, quel imbécile, si tu avais lu avant, il y aurait tellement de choses, d'âneries que tu n'aurais pas faites. Parce que Et j'aurais qu'est-ce que pu. vous faisiez avant alors? Vous grimpiez Ah aux non, arbres? je peux pas vous raconter. J'étais terrible, moi. J'étais une canaille. Mais en tout cas, quand j'ai découvert les livres, les romans, je me suis dit, c'est incroyable tout ce qu'il y a dedans. Ça m'a bouleversée de me rendre compte tout ce qu'il y a dans les livres, tout ce qu'on peut traverser à travers un livre et puis la façon dont les choses sont écrites parfois qui permet de mettre des mots sur des... Enfin, voilà, c'est pour ça que jamais j'aurais imaginé écrire un livre. Toi, tu vas commettre un livre, quoi, par rapport à tous ces grands écrivains qui m'ont tellement impressionné. Et d'ailleurs, moi, quand j'écris sur la psychiatrie aussi, parce que j'ai eu des difficultés psychiques et ça porte atteinte aux capacités de concentration. Et du coup, bah, il y a des moments où j'ai beaucoup plus de difficultés à lire et je peux avoir des difficultés à lire. Et à partir du moment où j'ai découvert les livres, ça m'a toujours rendue malheureuse de ne pas avoir accès aux livres. Et quand j'ai à nouveau accès aux livres, ça, c'est le signe, ça, c'est le signe pour moi que la santé revient, que ça y est, la vie reprend ses droits. Et avec cette tristesse aussi quand c'est trop difficile de lire. Voilà.
Vous disiez que la bibliothèque, c'était celle de votre mère. Oui. Euh, Moi aussi, j'ai eu une mère qui avait une grande bibliothèque et je vais vous poser une question elle est à la fois intime et à la fois un renseignement sur quel regard vous portiez sur votre mère quand vous la voyiez lire. Est-ce que vous vous Elle- en souvenez? Moi, ma mère, elle me saoulait. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais Oh, non, on est mais silencieux quand on lit. non, mais c'était ce rapport au livre, parce que comme moi, j'étais complètement à côté de tout ça, je devais bien Mhm. sentir qu'il y avait... Non, elle me saoulait, la pauvre, pas du tout. Mais je devais bien sentir qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et Il y puis, a quelque chose qui devait vous fasciner quand même. quelque chose qui, oui, à côté, je devais sentir que j'étais en train de passer à côté d'un truc. Et puis, du coup, elle avait une forme de raisonnement beaucoup plus... Enfin, le livre, ça élabore aussi le raisonnement, la manière de parler. Puis, elle lisait pas que de la littérature, elle lisait de la philosophie. Donc, moi, elle me citait Hannah Arendt, elle me citait Montaigne. Elle m'élevait comme ça à 14 15 ans. Elle pouvait me dire des choses comme ça. Donc, quand je dis elle me saoulait, c'est qu'elle avait une approche comme ça. Elle m'amenait à un âge où j'avais pas forcément envie d'y aller, dans des choses profondes, dans des choses, voilà, de de raisonnement, de sagesse, et ça me... Et moi, comme j'étais à côté de tout ça, ça me donnait l'impression peut-être aussi de manquer d'intelligence. Ouais. Ah non, mais là, vous nous avez caché un truc parce que vous avez commencé à lire à 20 ans, mais en fait, vous aviez une bibliothèque vivante qui vous Oui, sortait des trucs comme ça, Montaigne, tout ça. ça. C'est pas rien d'avoir une bibliothèque vivante à ses côtés. Oui, C'est et je très, crois que je lui très en voulais un formateur. peu. Je lui en voulais un peu, moi. Ah oui. Parce qu'elle me disait, il faut vivre à propos, la banalité du mal, je comprenais pas, c'était un peu trop élaboré pour moi. Et Ça donc, s'appelle semer la graine. oui, c'est Ça n'a ça. pas réussi, hein? Ça a bien réussi. Mais sur le moment, j'étais un peu en rébellion par rapport à ça, au début. Alors, j'ai une question aussi qui me traversait comme ça, parce que je suis aussi en train évidemment d'être traversée par ce que vous avez écrit, et c'est très beau. Est-ce que quand on est à l'extérieur de la Corse, c'est un monde, la Corse, et on n'y connaît rien, il y a plein de choses, etc. Est-ce que vous avez tenu compte de ça, le fait que tout lecteur peut lire le livre et finalement s'y retrouver, c'est pas euh, comment les spécificités corses. Par exemple, moi je me rappelle à l'école on a fait Colomba et déjà là-dedans il y avait tout ce truc corse. Euh, Comment vous avez travaillé par rapport à cet aspect? Ben déjà, pour moi, écrire sur la Corse, c'était presque sacré, quoi. Je me dis, oh là là, faut pas que je me rate, hein. Pas parler des paysages corses. J'aime tellement cette île. J'aime tellement ma famille, les gens là-bas. Ça m'est tellement cher que je me suis un peu mis la pression. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup intéressée avec la Corse, c'est que vous savez, quand on est Corse, on dit qu'on est Corse. Alors moi, avec mon prénom en plus, qui est un peu Oui. singulier, même en Corse, il n'y en a pas beaucoup. Quand je dis je m'appelle Philippa, on me demande toujours d'où je viens, c'est de quelle origine et tout. Et on entend toutes sortes de choses, hein, quand même. Les gens se censurent pas beaucoup. Ah, Du les style? Corses, si. Alors, soit c'est dithyrambique, oh, la Corse, c'est magnifique, ou bien je peux entendre des choses vraiment désagréables sur les Corses ou des caricatures, voilà, tout d'un coup, la violence, même, voilà, une espèce de dramaturgie très caricaturée. Et moi, je me suis rendue, à un moment donné, Lily, elle dit, elle lui raconte en Corse, ça se passe comme ça, et c'est comme ça, si vous saviez, en Corse, elle parle à Antonin. Et Antonin lui dit, vous savez, ce que vous dites là, c'est l'histoire de l'humanité. C'est pas propre aux Corses. Mais tout d'un coup, quand on le met dans la Corse, ça devient entendable. On dit, ah oui, dans les lignées en Corse, il y a des secrets et il y a des drames et les femmes corses, il se passe des choses dures entre elles. Mais en fait, c'est partout. Sauf que tout d'un coup, la Corse est un outil parfait pour creuser tout ça. Ah, c'est un matériau romanesque. Ah oui, on a la Corse, la psychiatrie aussi a un potentiel romanesque. Mm. Oui, ben, quand on écrit un roman, il faut aller chercher Mais bon, là, il s'avère que elle est corse. Donc, Mais c'était... moi, j'étais intimidée d'écrire sur la Corse. J'avais...
Il y a Hélène qui a une question et qui m'intéresse beaucoup, cette question, parce que peut-être qu'Hélène, elle écrit, je ne sais pas, il n'y a pas son nom de famille. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a accepté votre livre? Comment vous avez d'abord apporté votre livre à la publication? Ah, quand on m'a... c'est Quand on vous Caroline. a dit C'est oui, Caroline vous Laurent la qui... connaissez déjà, Caroline ou vous... Non, Caroline, c'est Delphine de Vigan qui m'a mis en contact avec Caroline Laurent parce que Delphine de Vigan, elle est engagée dans une association dans laquelle je suis engagée. Et il y a environ 5 ans, enfin plus de 5 ans maintenant, je lui avais dit, oh, je voudrais écrire. On avait pris un café ensemble, elle ne me connaissait pas du tout et elle m'avait dit, quand tu auras fini ton premier texte, envoie-le-moi. Et on ne s'est quasiment pas parlé pendant 5 ans. Et quand j'ai fini la version que j'ai décidé d'envoyer aux éditeurs, je lui ai écrit un petit mot et je lui ai dit, voilà, tu m'avais dit que... Et elle m'a dit, envoie aux éditeurs, parce que voilà, et envoie-le-moi, je vais le lire. Et donc j'ai envoyé aux éditeurs, j'ai reçu toutes sortes de lettres de refus, comme beaucoup d'écrivains, de primo. Et donc, je recevais les lettres de refus et c'était dur quand même parce que j'avais mis une enveloppe en plus, donc je savais que c'était ça. Et puis, un jour, je reçois un mail de Delphine de Vigan qui me dit, c'est un beau texte, ce texte, il vaut la peine voilà, de trouver un éditeur. Et puis, elle m'a orientée, elle m'a donné quelques pistes. Et puis, moi, j'allais laisser tomber. J'allais laisser tomber et elle m'a dit non, 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 envoie à cette jeune femme, Caroline Laurent. Et je sais pas, j'ai envoyé à Caroline et j'ai su en plus que c'était la maison là. Dès qu'on a eu un premier échange et le jour où Caroline Laurent m'a dit qu'elle allait publier mon livre, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Je me Ouais. souviens encore de l'émotion et je crois que rarement j'ai ressenti une telle émotion. J'étais très, très émue. Plus on a été refusé, plus on fond en larmes. Comment? Plus on a été refusé, plus on fond en larmes. Parce qu'il y Ah a oui, quand même, il y a quand même ce sentiment, et on me pardonnera de le dire, mais c'est une réalité quand on reçoit les lettres de refus et que parfois on lit des livres qui sont publiés, on se dit, bon, ce livre, il est très mauvais, il est publié, donc moi, je dois être en dessous de ça. Il faut le dire, on va être honnête. Il y a un truc, moi, de toute façon, j'ai eu un... Oui, pardon. c'est très dur, non? Mais moi, déjà, je pense que mon sentiment d'imposture m'a quittée il y a à peine quelques mois. Mm. J'avais un sentiment d'illégitimité totale. J'ai même cru pendant longtemps que Caroline avait accepté mon texte pour me faire plaisir. Mais vraiment, C'est pas son style, je pense pas. non, non, mais C'est pas c'était... du tout le genre, hein. C'est Non. pas du tout le genre. Quand elle va faire ça, c'est qu'elle sera malade. Ou Oui, alors elle Oui, aura non, pris non, un je sais. truc, un cachet spécial, ou je sais pas, mais trop de pour robes, je l'avoir pense. fait comme éditrice aussi, moi, je pense pas qu'elle fasse ça. Non, non, mais c'est pour vous dire que quand je recevais les lettres de refus, moi, je me disais, ben voilà, t'as rêvé, ma grande. Vous voyez, moi, je Alors, ne me disais même pas. elle précise, je n'ai pas pris de drogue, c'est promis. Non, non, mais donc, je trouve que c'est un exercice d'humilité énorme, que j'avais tout à apprendre, moi. J'étais comme un enfant qui apprenait à marcher. Petit à petit, on m'a donné les conseils dont j'avais besoin. J'étais vraiment... j'aurais jamais imaginé écrire un livre dans ma vie. Donc, ça a été un chemin... voilà, particulier parce que jamais j'aurais pensé avoir une vocation ou savoir faire ça ou même arriver au bout. Donc ça m'a mis longtemps à respecter mon texte en fait. Mm. Il y a eu pendant très longtemps un grand manque de confiance et j'ai fait des belles rencontres et j'ai des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont relu, qui m'ont fait des échos et je les ai beaucoup écoutés. Je les ai beaucoup Mm. écoutés. Et voilà, mais en tout cas, c'est C'est une une très grande belle aventure. comparaison. C'est une très belle comparaison que vous faites avec l'enfant qui marche parce que quand on apprend à marcher, en réalité, et qu'on y arrive à un moment, euh, ben, il reste toute la vie à vivre debout. Ouais.
Et c'est exactement ce qui se passe. OK, il y a un moment où on arrive à marcher, donc il y a un moment où on est publié, mais en réalité, on n'a pas encore vécu de vie d'écrivain. On est debout avec son bouquin, quoi. Ah C'est ben oui, et le puis en premier. plus, moi, je trouve que c'est un tel défi que enfin, je veux dire, il y en a un deuxième qui est en cours, mais pour moi, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi, parce que je sais ce que c'est d'aller au bout une première fois, et je sais qu'il va falloir que je m'y colle et que je travaille beaucoup, et voilà, enfin, il faut que je le Ouais. fasse, mais c'est un sacré défi à chaque fois, quoi. C'est pas gagné. Alors, sans doute, peut-être d'autres personnes ont plus d'aisance ou je ne sais pas, mais moi, en tout cas, c'est beaucoup de travail. Et... Non, mais c'est beaucoup de travail pour tout le monde, je vous rassure. Et alors, je vais vous dire, moi, je suis au 12e et j'ai rencontré Claude Pujade-Renaud qui doit être à son 30e ou 35e livre. Elle avait fini son livre et je lui dis alors ça va? Et elle me dit eh bien non, parce que je suis entre deux et je ne sais pas si cette petite magie, ça va recommencer. Bah oui, c'est ça. Donc, à mon grand désespoir, Ça il n'y s'arrête a pas jamais. de. Voilà. Et ça ne s'arrête jamais. Voilà. Mais en même temps, c'est le charme aussi. Bah oui, c'est un Peut-être défi. si on arrivait avec ces deux pistolets, paf, paf, ça y est, ces deux stylos, et hop, je sais écrire mon livre, peut-être que ça serait moins rigolo. Oui, et puis moi, je pense qu'il y a des gens qui aiment la difficulté. Moi, je crois que j'ai un goût pour la difficulté. Je dois me l'avouer à moi-même. Je me mets dans des situations, je décide de faire des choses. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir un goût pour la difficulté quand on écrit parce que c'est difficile. Mm. Alors, il y a Claude qui a une question. Oui. Ali. Et avez-vous voulu rendre compte de la complexité de l'âme humaine? Bon, Ah, ben, au revoir. en fait, On avait non, 3 c'est une heures. super question parce que c'est vrai que moi, je pense que dans ma démarche d'écriture, j'ai à cœur de me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain? Parce que, voilà, on est des hommes, mais on peut très bien ne pas voilà, être dans son humanité, où ça a des caractéristiques. L'humanité dans l'homme, c'est composé de plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain, que ce soit dans sa part lumineuse, dans sa part tiède, dans sa part terrible, comment tout ça vit, c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans la vie, moi. C'est L'être d'autant plus crucial. C'est d'autant plus crucial ce que vous dites que vous explorez vraiment la fragilité ouais. psychologique. J'allais dire c'est votre ADN, mais en C'est tout mon cas à sujet. travers ce livre-là. C'est mon sujet, ça va me poursuivre, c'est mon sujet dans mon travail, c'est mon sujet, c'est un sujet, la vie m'a tendu le sujet. J'ai l'impression que la vie m'a tendu le sujet de la fragilité psychique, de la faille, et j'apprends à quel point je trouve qu'il y a un tabou terrible sur la fragilité dans notre société. Or, être un être humain, c'est être fragile. Et on a tous en nous une forme de fragilité qui peut soit nous faire sombrer, soit être le levier d'une meilleure version de nous-mêmes, nous faire des choses qu'on n'imaginait pas. Moi, ma fragilité, c'est devenu le levier de ma force. J'ai tout construit là-dessus. Aujourd'hui, j'essaye d'assumer cette force qu'elle m'a apprise, mais je trouve que c'est tellement dommage d'avoir fait de la fragilité un tel tabou, de l'avoir autant dénigré. Ça fait du mal à tous les individus. Ce rapport qu'on a avec nos émotions, qu'on méprise, qu'on qualifie de faiblesse, tout ça, ça mérite d'être réhabilité, en fait. Et pour moi, c'est très important, cette thématique de la fragilité. Je travaille dans le milieu du handicap. J'ai la chance d'avoir des amis en situation de handicap, toute forme de handicap. Et ce dont je m'aperçois, c'est que ce qu'il y a de spécial humainement chez ces personnes qui, moi, me touchent beaucoup, c'est qu'elles se sont cognées à la fragilité, qu'elles n'ont pas eu d'autre choix que de faire face pour exister à cette fragilité. Et je dis souvent aussi pour rigoler, tout ce qui est précieux est fragile. Un nouveau-né, c'est extrêmement fragile. Une toile de maître, c'est fragile. Il n'y a rien qui soit précieux et qui soit pas aussi extrêmement fragile. Et ça, c'est presque un militantisme pour moi, la réhabilitation de la fragilité humaine comme levier de ce qu'on peut faire de plus beau, en fait. Donc, oui. Vous en parlez avec autant de talent que votre livre est écrit.
Oui, mais ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et en plus, je vais intervenir samedi soir dans le cadre de la nuit du handicap. Là, je suis dans les Landes à Saubion et je viens de passer, juste avant cet entretien, 1 heure et demie à écrire l'intervention que je vais faire dans laquelle il ne s'agit que de ça. Donc, en plus, je suis dedans là. Donc, mais c'est vrai que pour pouvoir, moi, survivre, j'ai dû apprendre à respecter, à avoir de l'estime pour ma fragilité. Voilà. Et donc, merci infiniment, Philippa, merci pour ce que beaucoup. vous avez dit. Et Claude vous remercie pour votre réponse aussi. Et je te repasse la parole, Nathalie. Alors, moi, je voudrais juste te dire qu'il y a quelque chose de magique dans votre écriture, Philippa. Vraiment, ce que je disais à votre éditrice, il y a quelque chose qui se dégage de particulier. J'ai toujours pas trouvé le mot, mais il s'est passé quelque chose, comme si la rencontre avec vos personnages et cette histoire, vous ne faisiez plus qu'un tous. Et ça vous ressemble. Moi, vous m'avez pris au vol. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écrit ce roman. Je remercie les éditions Stock de nous avoir proposé, que vous soyez là avec nous ce soir. Donc, je vais rappeler le titre, c'est Le jour où ma mère m'a tout raconté, qui est sorti aux éditions Stock. Donc, courez très vite en librairie, achetez ce roman. Je crois, Philippa, que vous allez être en librairie, là, bientôt, en Bretagne, c'est ça? Demain, il y a la librairie de Cap-Breton. En fait, ça va se passer dans l'Iran. Cap-Breton, c'est pas en Bretagne, hein, Nathalie, pardon, mais c'est dans les Landes. Hein. Non, c'est dans les Landes, j'avais pas entendu. C'est Livre en délire. Je suis honteuse, le nom En de. tout cas, Annie Breton, c'est en Bretagne. Vous serez en Bretagne, on est d'accord? Non, non, d'abord ici, là, aujourd'hui, là, demain, c'est à Cap-Breton, à la médiathèque pour pouvoir respecter les jauges et tout. Donc, c'est ma première rencontre. Non, c'est vous, ma première rencontre. Et demain, c'est la deuxième. Et puis, je vais aller aussi au salon d'Arzon, au salon littéraire d'Arzon. Et aussi, je viens d'être invitée par une dame qui s'appelle Françoise Livinec, qui a réhabilité une école de filles en Bretagne et pareil sur une île de je n'arrive pas. Welgat. Welgat, une ancienne école de filles où il y a 1200 mètres carrés d'exposition de peinture et elle organise un festival littéraire avec la thématique l'art et la folie. Et elle m'a invitée. Et donc, c'est très. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau d'aller à la rencontre des gens et de faire ce qu'on est en train de faire là. Donc, avec les circonstances sanitaires et tout, bon, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, c'est très précieux. Voilà, donc, amis landais et bretons, allez à la rencontre de Philippa Motte, elle sera en librairie, donc renseignez-vous et procurez-vous et lisez absolument ce merveilleux roman, Le jour où ma mère m'a tout raconté, paru chez Stock. Demain, on fait une petite pause, on se retrouvera lundi à 19h où nous recevrons Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son livre Les jours heureux qui est paru chez Grasset. Frédéric, je te souhaite une belle soirée. Philippa, mille merci d'avoir été là ce soir avec nous. Belle vie à votre roman et puis moi je m'en occupe parce que j'ai tellement aimé que je vais en parler un peu partout. Bonne soirée à toutes les deux et à très vite en librairie. Au revoir. Bonne soirée.